Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le compte de cette émission Parole aux jeunes. Vous le savez, Parole aux jeunes, c'est cette plateforme qui regroupe différents jeunes d'esprit de Kolwezi afin de débattre sur des sujets qui concernent la jeunesse. Donc vous avez des thématiques, des sujets, des problèmes qui concernent la jeunesse. C'est ici que ça doit se passer, c'est dans Parole aux jeunes. Je ne serai pas seule sur ces plateaux comme tous les jeudis. Je serai accompagnée de nos jeunes intellectuels de la ville de Kolwezi. Je tiens à les préciser. Ils vont m'accompagner tout au long de ces 45 minutes des débats. Voilà, je vais déjà le présenter. Je vais commencer par ma droite, Monsieur Tuska. Bonjour. Bonjour, merci. Comment vous allez? Ça va bien. Et Monsieur Tuska, ce n'est pas la première fois, donc je suis très contente de vous revoir. Merci. Monsieur Tuska, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas un peu? Moi, c'est Monsieur Tuska Sea. Je suis le chargé de mission du ministre de l'Éducation, Santé et Relations avec le Parlement. En même temps, je suis le secrétaire général des Patriotes du Lualaba. Voilà, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans Parole aux jeunes. Monsieur Azuel, comment vous allez? Ça va. Vous prenez le micro. Bien. Ok, merci. Monsieur Azuel, vous aussi, ce n'est pas la première fois, donc ça fait vraiment très longtemps que je vous ai vu dans cette émission. Ça fait plaisir de vous revoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présentez-nous un peu ce que vous nous avez apporté, entrepreneuriat et blanchiment d'argent en aire de Congo, Zoom sur Kolwezi. C'est votre livre? Oui, merci madame pour l'invitation. En fait, comme la dame venait de le dire, ce n'est pas la première fois d'assister à cette émission. Et je réponds au nom de Patrice Kayombo Isuel. Je suis assistant à l'Université de Kolwezi, à la faculté des sciences économiques. Et comme la dame l'a souligné, je suis en train de publier un livre qui porte sur l'entrepreneuriat et le blanchiment d'argent en RDC, qui sera bientôt sur le marché. Voilà, un livre qui sera vraiment sur les marchés, donc on aura le temps d'en parler. Il y a aussi un autre écrivain sur ces plateaux, c'est M. Henri Avnawej. M. Henri, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez aussi vous présenter? Vous êtes aussi écrivain. Je suis écrivain, je suis ingénieur chimiste et métallurgiste. Là, je suis coach en stratégie, parce que j'ai un master en stratégie d'entreprise. Je suis écrivain, j'ai écrit le livre Comment réaliser ses rêves. Ça, vous n'avez pas apporté ce livre. C'était mon premier livre, malheureusement. Le deuxième livre qui va apparaître, il y en a deux. Le deuxième, c'est Développer une idée d'entreprise. Et le troisième, c'est Mener une idée d'excellence. Ce sont des livres qui vont apparaître, je pense, d'ici la fin du mois. Et bon, c'est tout. C'est un peu tout. Je rappelle aussi que vous êtes conseiller du commissaire de l'entrepreneuriat. Je suis expert au commissariat général en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne. Voilà, ça fait plaisir de vous recevoir sur ces plateaux, M. Joël, M. Tuska et M. Henri. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a l'éducation qui est très bien représentée, il y a aussi l'entrepreneuriat. Nous allons parler de l'inadéquation entre la formation universitaire et le marché de l'emploi. Déjà, avant de commencer, M. Henri, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine inadéquation entre ce que nous apprenons à l'université et le marché de l'emploi? Je dirais oui et non. Disons que le système éducatif, c'est un système universel, c'est un système international. Et nous avons été colonisés par les Belges qui ont amené ce système. Et aujourd'hui, de par le monde, quand vous allez même en Europe, en France ou en Belgique, en France où moi j'ai fait mon master, la France a compris qu'elle était en retard par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au commerce. Quand vous allez en France aujourd'hui, il y a plusieurs écoles de commerce parce que le chômage bat son plein. Et on a amené une nouvelle donne. On a cherché à développer l'esprit des jeunes. Ça, c'est pratiquement une discipline qui a commencé aux États-Unis vers les années 1960, le développement personnel, où on essaie un peu de développer l'esprit des jeunes pour qu'ils puissent développer leur talent. Parce qu'on a compris que plus on développait l'esprit des jeunes, plus des jeunes mettaient leur talent en premier lieu, plus ils étaient capables de développer des activités commerciales ou plus ils pouvaient se donner la chance de réussir dans la société. C'est comme ça que l'Europe ou la plupart des pays européens ou américains ont compris. Et nous, on est un peu en retard, mais bien sûr, aujourd'hui, avec le problème, disons, de l'emploi ou le problème du chômage, nous sommes
obligés aussi de s'accommoder ou de copier ce modèle pour être capable de donner de l'emploi aux jeunes. Parce que donc oui, il y a une certaine inadéquation. C'est là que je dis oui et non. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans une société où là où nous venons, c'était des entreprises publiques, c'était des entreprises de l'État, c'était la GECAMI, c'était la SNTC et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes avec les capitaux privés, ce sont des gens qui viennent, donc nous devons sauter sous des opportunités et vrai à côté de ces gens là-bas. Et c'est là qu'il y a une difficulté et les jeunes pensent qu'ils sont délaissés alors qu'il y a des opportunités, il y a des problèmes à résoudre pour se créer des emplois autour de nous. Voilà, je vais poser la même question à tout le monde. Et vous, Monsieur Azuel, est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine inadéquation entre ce que nous apprenons à l'université et les marchés de l'emploi? Ok, encore une fois, merci madame pour la parole. En fait, je dirais qu'il y a actuellement, si vous observez, vous allez constater qu'il y a réellement une inadéquation entre la formation et les marchés d'emploi. Je vais me défendre. Cela s'explique à des niveaux. Il y a l'inadéquation sur le plan qualitatif et sur le plan quantitatif. C'est-à-dire, sur le plan qualitatif, vous allez vous rendre compte que la formation qu'on donne actuellement, pas seulement à Kolwezi, mais dans les universités de manière générale, au Congo et bien sûr en Afrique de manière générale, ne s'adapte pas à la réalité du marché d'emploi. Du fait que ce sont des programmes déjà dépassés qui ne répondent pas aux besoins et aux exigences des entreprises. Si nous devons nous rabattre sur Kolwezi, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans un environnement minier où la plupart des entreprises sont des mining et qui exigent une main-d'œuvre spécifique. Alors, vous allez vous rendre compte que la plupart des jeunes qui terminent ont une formation tout à fait générale et dans d'autres domaines qui ne cadrent pas essentiellement avec les exigences du mining. Alors, c'est ce qui explique un peu cette adéquation sur le plan qualitatif. Alors, donc, il faut peut-être avec l'État voir comment réformer, comment recadrer notre formation pour que cette formation s'adapte à la réalité des entreprises qui existent sur place. Vous allez vous rendre compte que les choses ont tellement évolué dans tous les domaines. Nous avons le tourisme, nous avons l'environnement, nous avons l'hôtellerie, nous avons l'environnement, la soudure, la chaudronnerie. En fait, ce sont les modélistes et l'architecture. Vous voyez, par exemple, au lieu de former par exemple 1000 juristes, on peut former 100 juristes, 200 modélistes, 100 architectes, 30 chaudronniers, et autant des hôtesses, tout ça. Vous allez vous rendre compte que ces gens que nous allons produire seront consommés facilement parce que vous savez qu'on ne peut pas, on produit qu'en fonction des besoins. Vous ne pouvez pas produire alors qu'il n'y a pas de besoins. Voilà. Vous allez produire on aura des invendus, des choses qui ne seront pas consommées. Admettons que vous produisez les foufous alors que les gens ne consomment que les riz. Et que les gens ne vont pas consommer votre foufou. Donc on doit produire des gens qui sont utiles à la société. Voilà, nous allons produire les gens qui sont utiles à la société. Nous allons y revenir. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez aussi répondre à cette question, M. Tuska. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine inadéquation? Effectivement, merci d'abord pour la parole. Il y a une inadéquation, bien sûr. Pourquoi? Pour compléter peut-être ce que M. Isuel venait de dire, c'est parce que nous manquons de gens très spécialisés aujourd'hui. Aujourd'hui au Congo, on forme des généralistes. Il y a aussi un autre aspect où la question que nous devons nous poser aujourd'hui, pourquoi nous étudions, pourquoi nous allons à l'université. Les gens pensent que nous allons à l'université pour après chercher de l'emploi. Moi, je pense que nous devons s'inscrire dans... C'est notre aspect des choses. Nous allons à l'université pour acquérir, bien sûr, la connaissance. Et en plus de cela, nous devons être nous-mêmes créateurs de l'emploi. Parce que si nous-mêmes nous créons de l'emploi, je pense que beaucoup de jeunes doivent en profiter. Voilà. Monsieur Henry, est-ce que le programme aujourd'hui de l'université correspond au marché de l'emploi comme Monsieur Isuel l'a souligné tout à l'heure? Bon, disons que je m'insurge un peu en faux par rapport à ce que M. Isuel a parlé, parce que moi, personnellement, j'ai fait mes études au Congo, j'ai eu l'opportunité d'avoir certaines formations à l'étranger, en l'occurrence aux États-Unis, dans le cadre du projet Tenke Fungurume, où nous avons, c'était une vingtaine des ingénieurs congolais, et qui devaient
effectué une certaine série de formations pour démarrer l'usine de Fungurume. Bien sûr, l'extraction par solvant, qui était la technique que Fungurume devait utiliser, n'était pas encore arrivé chez nous, mais ça se retrouvait juste à côté en Zambie. En fait, c'est une technique qu'on étudiait à l'école, mais peut-être on n'avait pas assez d'expérimenter dans le domaine. C'est ce qui a fait que, au-delà de toucher cet aspect technique, les Américains qui nous ont formés avaient aussi le souci à ce que nous puissions vraiment avoir leur culture par rapport à la gestion. C'est ce qui était plus important. Mais quand nous avons été sur place, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de différence. Donc tout ce qu'on connaissait, les questions qu'on posait, même les Américains eux-mêmes, quand ils se retiraient, ils pouvaient se poser la question si les Congolais étaient vraiment compétents. Et moi, je vous ai dit que j'ai fait mon master en Europe, j'ai étudié en France. Ça veut dire que je n'ai pas trouvé de différence. Ça veut dire que j'y allais, on discutait avec des amis qui étaient camerounais, qui étaient de tous les pays. Ça veut dire que c'est peut-être un complexe ou c'est peut-être une façon de le dire. Le problème, c'est comme je le dis, nous avons un problème d'emploi. Ça veut dire qu'à un certain âge, en fait, comme mon collègue le conseiller l'a dit, les jeunes, quand ils vont à l'université, quand ils terminent l'université, ils doivent être capables de lire l'environnement. Nous avons un environnement qui a plusieurs opportunités. Nous avons des bagages que nous avons quand nous terminons l'université. En tant que chimiste, par exemple, j'ai tout ce qu'il faut pour que je puisse me défendre, voilà. pour que je puisse inventer, pour que je puisse mettre... Monsieur Henry, sans pour autant vous interrompre, je vais vous poser la même question. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes chimiste. Est-ce que c'est la chimie que vous êtes en train de faire dans votre vie professionnelle? C'est même ça que je voulais donner comme une expérience personnelle, parce que moi, j'ai beaucoup lu un peu. Et là, je vais parler peut-être de Kiyosaki, Robert Kiyosaki, qui est un motivateur, un coach américain. Kiyosaki a dit: il faut travailler pas pour l'argent, travailler pour apprendre. Moi, j'ai appris des mines. J'ai fait 10 ans dans les mines. J'ai travaillé pour Fungurume, j'ai travaillé pour Mutanda. Et à fin de compte, j'ai créé ma propre structure. Ça veut dire que tout ce que j'ai appris, je suis capable de mettre ça dans mon entreprise pour que je puisse développer aussi ce qui me concerne. Et Jack Ma, qui est aussi un motivateur, c'est un Chinois, le patron d'Alibaba, il dit la vie humaine est subdivisée en 4 parties. De 30 à 40 ans, une personne humaine est censée apprendre. Donc, un jeune qui termine l'université, il est censé apprendre à côté des aînés. De 40 à 50 ans, la personne est censée développer ses propres activités. Il est censé travailler pour lui-même. À partir de 50 ans, tu es censé travailler pour la communauté. Donc, à partir de 50 ans, tu es censé avoir une connaissance que tu dois aussi donner aux jeunes. C'est ça que nous n'en pas eu. Nous travaillons jusqu'à la fin de notre carrière pour les autres. Ça veut dire que nous n'avons pas de personnes audacieuses dans notre société qui développent les activités pour embaucher les jeunes. C'est comme ça que toutes les entreprises qui viennent sont des entreprises des expatriés, et nous avons des problèmes pour que nous-mêmes nous puissions régénérer des capitaux, créer des entreprises afin que nous puissions embaucher les jeunes, parce que nous venons d'un système, j'ai quand même un système des entreprises publiques où on était employé quelque part. C'est ça le problème. Voilà, monsieur Azuel, est-ce que vous pensez que les différents programmes qu'on nous donne à l'université répondent aux vrais problèmes ou répondent aux vrais besoins de notre société? Ok, merci encore une fois, madame, pour cette question. En fait, de manière générale, si vous observez très bien, nous sommes dans un environnement minier. La plupart des entreprises qui opèrent ici à Lualaba, à Kolwezi particulièrement, ont une certaine exigence. Lorsque vous vous retrouvez par exemple au département des recrutements, vous devez recruter les jeunes. On a besoin par exemple, quand les jeunes apprennent que Kamoa recrute, ou Mutanda, vous voyez, tout le monde dépose. Vous verrez, il y a les économistes, les juristes. Donc, même si on a besoin d'un ingénieur, vous verrez qu'un économiste veut seulement qu'on l'engage là-bas, parce qu'on engage. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'un économiste peut devenir un ingénieur ou mineur? Donc, il y a des endroits où il y a des incompatibilités des fois. Ce que mon confrère venait de dire, moi je pense qu'il est allé dans les solutions palliatives pour quelqu'un qui a reçu une formation générale, mais qui s'adapte avec les temps. Vous savez, un jeune qui vient de terminer, il a dépensé son argent
mais il termine aujourd'hui, il a besoin du boulot. Mais vous lui demandez encore une fois de faire d'autres formations. C'est trop lui demander. Il doit encore payer de l'argent pour faire des formations professionnelles. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Nous sommes actuellement, il y a la logistique, par exemple. Si vous entrez dans la plupart des entreprises, vous allez trouver la chaîne d'approvisionnement. Et dans la chaîne d'approvisionnement, vous allez trouver le département de logistique. Dans la logistique, il y a beaucoup de matières là-dedans. On a besoin de gens qui maîtrisent la matière des douanes. On a besoin de gens qui maîtrisent les domaines de logistique. Mais vous allez vous rendre compte que sur place, il n'y a pas une institution qui forme des logisticiens ou des douaniers. Mais la plupart des jeunes qui travaillent dans des agences en douane, qui travaillent dans la logistique, mais vous allez vous rendre compte qu'ils s'efforcent, des fois, ils sont encadrés par des vieux routiniers dans l'entreprise. Il faudrait du temps pour que ces jeunes s'adaptent. Et des fois, l'entreprise enregistre des manques à gagner. Parce que nous sommes dans un monde très compétitif où les entreprises cherchent à rentabiliser leurs ressources. Alors, si vous devez engager un jeune qui doit tâtonner pendant 2 ans, vous verrez que c'est un manque à gagner pour l'entreprise. C'est ainsi que pour que les jeunes puissent être compétitifs sur le marché, ils doivent, dès le départ, avoir un bagage suffisant pour faire face à cette demande d'emploi. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte qu'actuellement, dans notre pays, vous verrez qu'on fait appel aux Philippiens, on fait appel aux Indiens qui maîtrisent par exemple la soudure, qui maîtrisent la chaudronnerie, pas soudure de brasero, soudure de précision dans les industries. Vous voyez, ça demande une formation, l'architecture. Justement, il ne faut pas faire du bricolage. Voilà, justement, monsieur Azuel, avant de vous poser une question, est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce qui a été dit d'abord, monsieur... Effectivement, j'aimerais beaucoup plus compléter sur ce que monsieur Henri a dit. Est-ce que les jeunes qui terminent aujourd'hui l'université, est-ce qu'ils aiment apprendre aussi? Parce que si mais comment apprendre? Parce qu'ils ont étudié bien sûr, quand nous terminons à l'université, vous savez, on étudie chaque jour et on apprend chaque jour. Quand nous terminons à l'université, comme M. Henri l'a souligné, nous devons apprendre maintenant devant nos aînés, ceux-là qui nous ont précédés, nous devons apprendre devant d'eux, nous devons apprendre beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, nous constatons que le jeune termine comme ça, mais il s'arrête par là. Comment juste à chercher de l'emploi. Mais ce qui est vrai, nous devons apprendre chaque jour. Parce que dans la vie, on ne s'autosuffit jamais. On réussit toujours si on est accompagné. Moi, je conseillerais aux jeunes de beaucoup plus apprendre à ceux-là qui nous ont précédés. Voilà. Monsieur Henri, est-ce que les jeunes aujourd'hui sont compétitifs sur le marché de l'emploi? Les jeunes qui quittent les universités, puisqu'il faut souligner aussi ce que monsieur Azuel vient de dire, c'est aussi important. Disons que quand on termine l'université, on n'a pas toute la réalité de ce qui se passe dans le milieu industriel. Mais le bagage que nous donnons à l'université, parce que je suis assistant, peut-être je ne l'ai pas dit, le bagage que nous donnons à l'université est déjà suffisant pour que ces jeunes gens puissent travailler. Travailler où? Dans une industrie. Je peux prendre le cas de Metalcol, le cas de KCC ou le cas de Mutanda. Tous ces jeunes qui travaillent là-bas, on les a recrutés, ils ont travaillé et ils travaillent. Moi, je peux vous donner l'exemple de Mutanda. Quand on a travaillé à l'usine, il n'y avait aucun blanc. C'était des Congolais. C'était que les Congolais, du bas au haut, à l'usine, ce n'était que des Congolais. Et il y a peut-être certains aspects, moi je dirais politiques, qui font que nous puissions avoir des gens qui viennent de l'extérieur, par exemple des Sud-Africains, tout ça. Baron Lévesque à son temps, à la Gécamine, ce sont des Congolais qui ont fait la soudure. Ce sont des frères congolais qui ont fait la soudure. Au Congo, ici, on formait des gens, 3 ans PP, qui faisaient la soudure. Et ces gens sont là, ils sont capables. Il y a peut-être certaines personnes qui gagnent le marché et qui font que c'est redit ce qui passe. Mais les Congolais, moi je le dis, et j'assume ce que je dis, parce que moi je forme des ingénieurs. Et ces ingénieurs, quand on les engage à KCC, ils donnent les résultats. Ce sont ces ingénieurs aujourd'hui qui sont en train de travailler à Fungurume. Il n'y a que les Congolais qui travaillent. À Mutanda, moi je parle de mining, comme mon frère le dit. Mais il y a certains domaines très spécifiques. Même si vous allez en Afrique du Sud, même si vous allez aux États-Unis, il y a des domaines très spécifiques où on apprend sous l'État. Ça veut dire que vous avez peut-être un logiciel que les gens ne connaissent pas. Vous devez aller chez l'utilisateur ou le concepteur pour que vous puissiez apprendre. Ça n'a rien à voir avec les études universitaires. Je m'excuse, madame, pour terminer un peu l'idée. Ce sont des domaines très spécifiques qui ne demandent pas assez que nous puissions former les gens dans ces domaines. L'université forme, nous devons avoir une vue assez générale. On ne peut pas former un universitaire pour qu'il puisse travailler seulement à Kolwezi. Justement, ça veut dire qu'un universitaire
universitaire, quelqu'un qui a fait l'université, il peut aller au Ghana, il travaille dans une industrie du Ghana, il peut aller en Afrique du Sud, il travaille parce que il a l'esprit ouvert, il doit s'adapter. Mais la formation dont je parle, il y a des formations spécifiques qui font que quand vous travaillez dans une entreprise, vous devez grandir. Et vous devez grandir sur la connaissance, vous devez grandir sur l'expérience. C'est comme mon frère le dit, le conseiller, il faut être à côté des aînés. Parce que lui qui a fait plus d'années que vous dans une entreprise, il a plus de connaissances par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la culture même de l'entreprise. C'est celui-là que vous devez être à ce côté pour qu'il puisse vous apprendre. Ça, c'est normal. Mais ça n'a rien à voir avec le bagage universitaire. Le bagage universitaire, tel que je vous dis, je pense il y a 5 ou 6 ans, on a ajouté l'entrepreneuriat à l'université, on a ajouté le cours d'environnement, le cours de santé, parce qu'on a trouvé que ces cours avaient une certaine importance par rapport aux problèmes que nous connaissons actuellement. Mais les jeunes que nous formons, quelque chose qui manque seulement, que j'ajoute, pour ceux-là qui ne trouvent pas de l'emploi, parce qu'il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Ça, c'est un problème international. Que ça soit, vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, le problème de l'emploi se pose. C'est pour ça que ceux-là qui n'ont pas de l'emploi, il faut qu'ils soient courageux. Il faut qu'ils puissent se dire que, bon, nous avons étudié, nous pouvons oser. On ne peut pas être que dans le domaine où on a fait des études universitaires, on peut se retrouver, en fait, on a fait le droit, on est journaliste. On a fait le droit, on travaille. Ça, c'est une adaptation. Ça, c'est une adaptation. Ça, c'est une adaptation de la vie. Ça, c'est une adaptation de la vie. Monsieur Henri, je vais revenir à vous. J'aimerais vraiment que monsieur Tussa puisse aussi réagir par rapport à ce qui a été dit. Voilà, on fait le droit, on est journaliste, on fait, je ne sais pas, la technique, on est juriste. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste supprimer les options qui ne sont pas, entre guillemets, importantes? Moi, je pense que c'est logique. On ne peut pas faire les droits et travailler toujours dans les domaines des droits. Il peut s'avérer Mais on fait les droits pourquoi? Non, écoutez, il peut s'avérer que l'opportunité se présente et vous devenez juriste et vous prestez comme juriste. Mais il peut s'avérer que, comme Siari venait de le souligner, vous n'avez pas cette chance-là de travailler comme juriste, mais il faut se débrouiller. Il faut se rechercher dans d'autres domaines. Par exemple, être journaliste, être peut-être dans la politique. Il y a différents domaines de la vie auxquels on peut s'intégrer très facilement et gagner sa vie. Voilà, Monsieur Azuel, je sens que vous êtes très impatient de répondre parce que vous êtes contre. Voilà, vous avez la parole. Ok, merci encore une fois, madame. En fait, il faut seulement comprendre que cette adéquation existe. Et il faut voir comment peut-être corriger ça. Pour corriger cette adéquation, il faut des innovations. Il faut innover parce que les choses évoluent rapidement et l'enseignement doit suivre. Voyez, la technologie évolue, la construction évolue, la médecine, ça évolue, mais l'enseignement doit rester statique. Vous êtes sûr qu'on doit continuer à produire de la même manière? Non, nous en économie, on ne dit pas ça. C'est-à-dire qu'on doit produire en fonction des besoins. Lorsque vous produisez quelque chose alors qu'il n'y a pas de besoin, mais vous aurez des invendus. On ne doit pas produire pour le plaisir de produire. On produit beaucoup d'universitaires qui ne sont pas consommés. Mais ça doit nous inquiéter, nous les parents. On dit, mais comment? Maintenant, dans le nombre des universités que nous produisons, il faut voir comment innover, c'est-à-dire introduire d'autres facultés. Par exemple, on peut introduire l'hôtellerie, on peut introduire le tourisme, l'architecture, les modélistes, l'esthétique. Ce sont des choses qu'on peut innover. C'est-à-dire les gens qui vont évoluer dans ces domaines-là seront beaucoup plus sollicités que les autres. Voilà. Quelqu'un peut dire, non, si j'évolue dans l'hôtellerie, comme actuellement il y a les hôtels, on construit les hôtels et on a besoin des experts dans ces domaines-là. Pas ramasser n'importe qui pour devenir hôtesse ou devenir... Non, on a besoin des experts. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde compétitif où on a besoin d'une compétence différentielle. Monsieur Azuel, est-ce qu'il faut... quelqu'un qui vient tâtonner dans l'entreprise, il commence à tâtonner, c'est-à-dire il faut réellement, si vous avez besoin d'un modéliste, réellement celui-là, il a fait ce domaine-là. Mais si vous prenez un juriste, un économiste, sûrement il faut une formation. Voilà. L'entreprise doit les former. Une question, les entreprises actuellement, pour la plupart des entreprises, des petites et moyennes entreprises, n'aiment pas gaspiller leur argent dans la formation. Les grandes entreprises acceptent de recruter les jeunes gens et ils seront formés au sein de l'entreprise. Mais une petite moyenne entreprise, ils
souhaitent solliciter quelqu'un qui maîtrise de l'emploi. C'est ainsi que vous allez voir actuellement, on cherche à débaucher. Prends quelqu'un qui travaille ailleurs, on l'embauche pour bénéficier de sa compétence différentielle. Vous voyez, il a déjà maîtrisé les choses et on les prend. Mais actuellement, cette formation que nous donnons aux jeunes, nous devons l'innover. Parce que les choses évoluent rapidement, alors il faudrait que la science aussi puisse évoluer. Nous puissions diversifier la formation. Voilà, Monsieur Azuel, une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je vous pose la même question que Monsieur Tuiska, est-ce qu'il ne faudrait pas juste supprimer les options qui ne sont pas importantes, comme ça, laisser qu'il y ait des options qui peuvent faire en sorte qu'on puisse engager des jeunes? Non, en fait, on ne dit pas qu'il y a des facultés qui ne sont pas importantes. Très importantes, parce que... Non, on ne dit pas ça. Mais il faut innover. C'est-à-dire, innover, c'est quoi? Introduire des nouveautés. On garde les options qui existent, mais on introduit des nouveautés. Vous verrez qu'il y aura des jeunes qui vont s'orienter dans de nouvelles facultés innovées. Vous voyez, par exemple, si on met l'architecture, si on met par exemple l'hôtellerie ou le tourisme, ou la gestion de l'environnement. Actuellement, nous n'avons pas des experts en matière d'environnement. S'il y a un problème de gestion d'environnement, on va prendre qui? Vous allez vous rendre compte que même au ministère, il n'y a pas un expert en environnement, par exemple. Le tourisme, par exemple. On cherche des experts dans le tourisme, on n'en a pas. J'ai un ami, Serge Souzou, qui s'intéresse au tourisme. Mais vous voyez, il faut toute une faculté pour le tourisme, par exemple. Vous voyez, on veut développer le tourisme, mais avec quelles compétences? Avec quel personnel? Des juristes, des ingénieurs, des économistes, qui finalement... Parce que c'est un domaine aussi à part. C'est une science, il faut maîtriser. Voilà. Donc, mais ce sont des gens qui vont tâtonner. Monsieur Azuel, je vous coupe la parole. Vous avez beaucoup de choses à dire, mais il faut laisser aussi le temps aux autres de parler. Monsieur Henri, vous voulez parler? Oui, je vois que là, moi, je parle en termes d'opportunités. Ça veut dire qu'il y a de la matière. Pour ceux-là qui s'intéressent au business, parce que je sais que le domaine de la création des universités ou institutions d'enseignement supérieur universitaire, c'est un domaine aussi ouvert, parce qu'il y a des universités privées, comme l'université d'Akiza, là, je pense à Lumbashi, des gens peuvent amener. Je vois UPN, c'est UPN, il y a des facultés telles que M. Joël est en train de dire, ou l'université libre, il y a des facultés. Ça veut dire, ce qui est vrai dans ce qu'il dit, on doit investir dans l'éducation. L'éducation, c'est la base ou la clé de la réussite d'une société. Et quand on devra, nous savons que nous sommes vraiment en retard par rapport à ce secteur. Quand vous voyez ailleurs, la recherche et le développement ou l'éducation, c'est un budget aux États-Unis ou ailleurs. C'est là qu'on crée des spécialités. Aujourd'hui, même quand vous parlez en termes de médecins, il y a des spécialités, c'est des filières. Quand vous parlez des gens qui font la gastronomie, il y a des spécialités que nous n'avons pas par rapport aux moyens mis dans ce secteur, le budget que l'État donne à ce secteur, mais c'est des opportunités pour d'autres personnes. C'est comme le cas, je vous dis, en Europe, par exemple en France, il y a beaucoup d'écoles de commerce qui sont des écoles privées. Ce sont des personnes qui étudient l'environnement et ils créent son école. Et cette école forme des jeunes qui puissent être utilisés par la société. Mais quand tu as dit que ceux-là que nous formons, ils n'ont pas le bagage nécessaire pour être utilisés, c'est là que moi je me suis en faux. Le domaine est encore ouvert, comme M. Joël le dit, il y a encore des opportunités à gagner. Dans quel domaine justement? Comme il a dit, dans l'hôtellerie, dans la gastronomie, donc il y a beaucoup de spécialités que nous n'avons pas, que nous importons encore. Et c'est des opportunités même pour des jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui font les études en Inde, il y a des jeunes qui font ailleurs, ils viennent avec cette expérience et ils sont dans cette compétition. Comme il dit, nous sommes dans un monde aujourd'hui très compétitif et c'est aux jeunes de regarder qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Mais il y a une chose que je voulais ajouter, c'est pourquoi moi j'aime bien parler de l'entrepreneuriat. Un entrepreneur, c'est qui? C'est en fait un autodidacte. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui base tout ce qu'il fait sur ses talents, sur ses compétences. Parce qu'on a compris que les personnes humaines que nous avons peut-être été mal orientées. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes devenus, c'est le désir de nos parents.
Maintenant, en grandissant, je me rends compte que j'ai peut-être un talent que je peux développer. Mais je me dis, je suis déjà médecin, je suis déjà ingénieur, mais je suis mieux quand je fais le business. Je suis mieux quand je chante. Je peux chanter et vendre mes disques. Et créer, développer mon business. C'est là que l'université, c'est l'univers. Ça nous ouvre à l'univers. Ça nous ouvre à une connaissance du monde. Mais au-delà de ça, nous avons chacun le talent. C'est ça que je vous ai parlé du développement personnel. C'est une discipline qui est exploitée aux États-Unis, dans beaucoup de pays, où on essaye de développer le talent des jeunes. On essaie de c'est là que vous voyez aujourd'hui les messies, il y a tous ces gens là-bas. On essaie de leur dire qu'au-delà de tout, tu as un talent que tu peux développer. Et ça crée des millions, des millionnaires. Et ce sont ces millionnaires qui peuvent maintenant développer la société en créant des emplois. Donc les jeunes doivent se baser aussi au-delà de leurs connaissances académiques. Ils doivent se baser sur leur talent. Se dire que qu'est-ce que moi je peux donner à la société. Parce que l'entreprise ou l'entrepreneuriat, c'est donner à la société ce que tu as. Nous avons chacun de nous quelque chose qui peut mettre sur la table pour Monsieur Henri, je vais revenir à vous. Monsieur Tuska, il y a des jeunes qui sont en train de nous suivre parce que cette émission s'appelle Parole aux jeunes. Si vous avez un conseil à donner aux jeunes qui veulent s'élancer, qui veulent aller à l'université, dans quelles options ils peuvent vraiment entrer pour qu'ils puissent avoir facilement le travail, puisque le chômage est devenu une problématique assez importante. Orienter peut-être c'est difficile. Moi je pense que tout un chacun a le choix libre de décider l'option qui doit suivre. Mais si vous deviez donner juste un petit conseil. Non, ça sera faux. Moi, je pense que ce qui est important, c'est ce que M. Henri venait de dire. Tout un chacun, lorsqu'il est venu au monde, il a ses atouts, il a ses compétences. C'est bien, nous étudions pour acquérir la connaissance, mais au-delà de tout ça, nous devons aussi développer ce que Dieu a mis en nous. Voilà, c'est très important. Monsieur Azuel, tout à l'heure, M. Henri a dit, en fait, est-ce qu'il faudrait étudier pour avoir de l'argent? Parce que quand on parle de l'emploi, il faut chercher le travail, c'est pour avoir de l'argent. Est-ce qu'il faudrait vraiment étudier? Est-ce qu'il ne faudrait pas juste créer beaucoup de centres de formation et moins d'universités? Ok, merci madame pour cette question. En fait, vous devez savoir que les études, c'est un investissement. Quand quelqu'un étudie, il investit dans le facteur humain qui est l'homme. Et cet investissement doit être récupéré. C'est-à-dire qu'il faut récupérer l'argent qu'on a affecté dans la formation à un certain moment. C'est ainsi que la réalité étant, nous constatons que l'adéquation est là. Et je l'ai même expliqué sous le plan qualitatif. Et cette adéquation aussi est sous le plan quantitatif. Sous le plan quantitatif, c'est-à-dire on forme trop de jeunes alors que le marché d'emploi est très étroit. Par exemple, nous prenons le domaine des juristes. On a besoin de combien de juges? On a besoin de combien d'avocats? On a besoin de combien de... Bon, les avocats, c'est un secteur libéral, par exemple. Mais on a besoin de combien de magistrats? On a combien de parquets? On a combien de tribunaux? Vous voyez un peu, ça pose problème. C'est-à-dire, tous ces jeunes qui terminent, par exemple, dans un domaine, dans les domaines, par exemple, en sciences politiques, en sciences économiques, est-ce que tous ces jeunes-là, ils vont trouver de l'emploi? Le nombre, l'effectif, c'est-à-dire, on verse chaque année un grand nombre d'intellectuels qui terminent, si compétents qu'ils sont, mais ils ne peuvent pas tous trouver de l'emploi. C'est ainsi que pour pallier à cette situation, on doit diversifier l'enseignement. On doit diversifier les facultés pour donner plus de chances à ces jeunes de trouver de l'emploi. Vous voyez, même dans la famille, si par exemple vous avez tous les enfants sont des médecins, est-ce qu'ils vont tous travailler? Mais si vous diversifiez au sein de la famille, vous verrez que vous avez un juriste, vous avez un économiste, vous voyez que ça serait un peu facile de les caser, hein? Mais si ils sont tous orientés dans une même faculté, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on doit diversifier notre enseignement pour donner plus de chances aux jeunes de trouver de l'emploi. Mais il y a des conseils que nous donnons aussi aux jeunes qui terminent les universités. Observez l'environnement. Dès que vous terminez, vous voyez que nous sommes dans un environnement minier. Alors vous devez maintenant compenser cette défaillance avec des formations professionnelles, par exemple. Vous verrez par exemple...
dans les mining, on a besoin des logisticiens. Toi, tu as terminé à l'université dans tel domaine, en psycho, mais tu veux devenir logisticien. Mais tu peux suivre des formations professionnelles sur la logistique, des formations professionnelles sur la douane. Les agences en douane ont besoin de jeunes gens qui maîtrisent un peu des notions de douane. Il y a des formations qui se donnent où les jeunes ou quelqu'un qui a terminé l'université peut s'adapter à cette réalité. C'est-à-dire, comme nous n'avons pas de facultés sur place, les jeunes peuvent s'adapter. Là, c'est pour rejoindre mon confrère Henri qui a parlé sur la capacité d'adaptabilité d'un universitaire. Un universitaire, il sait s'adapter parce qu'il a reçu beaucoup de formations et ça lui donne beaucoup de capacités de s'adapter à la réalité, à l'environnement. Voilà, justement. Et en plus de ça, il y a aussi l'entrepreneuriat qui est même la solution. Qui est la solution. Parce que, admettons, si aujourd'hui, tous les jeunes qui travaillent, qui sont dans les marchés, qui font des petits business, doivent arrêter de faire ça pour solliciter de l'emploi à l'État, je vous assure qu'il n'y aura pas de solution. Voilà, justement, puisque nous sommes en train de parler de l'emploi, mais monsieur Henri, si tout le monde sollicitait de l'emploi, vraiment, ce serait vraiment une... Alors, monsieur Henri, vous-même, vous formez les jeunes en entrepreneuriat, mais est-ce que ça ne sera pas juste facile de dire aux jeunes qui sont en train d'étudier, voilà, au lieu de faire 6 ans à l'université, 5 ans à l'université, il faudrait juste faire de formations, des petites formations, comme ça, en entrepreneuriat ou dans n'importe quel domaine, au lieu de passer tout ce temps à l'université? Non, les jeunes ne passent pas du temps à l'université. On étudie, bien sûr. Même pour entreprendre, il faut une connaissance et une connaissance pointue. Parce que nous avons besoin de la technologie, nous avons besoin de l'intelligence. Pour fixer, pour avoir une vision claire, il faut avoir un certain bagage. C'est pour ça que les études restent la clé de la réussite d'une société. Mais au-delà de ça, quand vous avez... Ça dépend. Il y a des gens qui ont eu la chance, Mark Zuckerberg, quand nous parlons de Bill Gates, ce sont des gens qui étaient suffisamment intelligents, ce sont des inventeurs pratiquement, qui ont eu suffisamment d'intelligence d'avoir des idées quand ils n'avaient pas encore terminé l'université. Mais il faut étudier. Il faut étudier pour agrandir ses connaissances. Parce que plus vous avez une grande connaissance, plus vous avez la possibilité de nager dans votre cervelet et trouver des idées. Et je suis content quand M. Usuel, qui est écrivain dans l'entrepreneuriat, a rejoint finalement mon point de vue. L'entrepreneuriat, c'est la clé. Je parle en tant qu'expert en entrepreneuriat au ministère, comme je l'ai dit, et l'entrepreneuriat, même ici à la province, il y a même un fonds. Il y a même un fonds disponible où nous avons formé des jeunes. On a mis un fonds à leur disposition. Pourquoi? Parce qu'on a compris. Les mining, certes, c'est une solution, mais c'est une solution courte. Pourquoi? Parce que les minéraux, ce sont des ressources épuisables. Nous allons épuiser les minéraux. Dans les années qui suivent, 20 ans, 30 ans, on n'aura plus de minéraux. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va un peu plus loin. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va faire? On présente le tourisme, on présente l'agriculture. Il y a beaucoup d'opportunités ici chez nous qui, aux jeunes, de regarder, de s'intéresser dans les formations. C'est là que nous parlons des formations. Un universitaire ou un entrepreneur, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui s'auto-forme. C'est quelqu'un qui est curieux. C'est quelqu'un qui regarde autour de lui qu'est-ce qu'il y a. C'est pourquoi on parle de l'innovation. Voilà. Et vous devez réfléchir, regardez dans votre intelligence. Les plaintes des gens sont des opportunités pour les universitaires. Quand vous êtes dans une société où les gens se plaignent, comment est-ce que vous pouvez transformer leurs plaintes en des opportunités? Ce sont des opportunités. Donc les gens ne doivent pas se plaindre, ils doivent oser. Voilà, justement. Je suis en train de terminer pour parler encore à ce qui me concerne en tant qu'expert en entrepreneuriat. Donc, le commissariat général en charge de l'entrepreneuriat est ouvert et nous recevons des projets que nous finançons. Le gouvernement de la province a mis un fonds à la disposition des jeunes. Ça veut dire que les jeunes ont une opportunité. C'est une opportunité en or que nous, on n'a pas eu quand on a terminé l'université. Nous nous sommes battus seuls. Mais aujourd'hui, nous avons même un fonds qui est là. Ça veut dire que c'est une opportunité. On a formé 39 jeunes, on les a formés et on est là pour suivre ce qu'ils ont de faire. Donc, ce sont des opportunités en or que la province a mis à la disposition des jeunes parce qu'il y a un besoin. Il y a un souci d'encadrement, il y a un souci de créer des millionnaires. Les jeunes doivent oser. Et une entreprise, quelle que soit sa grandeur, elle a commencé petite. Donc, il faut accepter de commencer avec $100. Il faut commencer avec $10. Une entreprise, c'est une idée. C'est pourquoi j'ai écrit comment
développer son idée d'entreprise. Voilà. Parce qu'une entreprise, ce n'est pas l'argent. Monsieur Henry, nous sommes vraiment à la fin, pratiquement à la fin de cette émission. Mais Monsieur Tuiska, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Henry et Monsieur Albert? Effectivement, est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat, c'est vraiment... Oui, je pense que l'entrepreneuriat doit primer surtout. Je suis d'accord d'ailleurs avec Monsieur Henry parce que je suis aussi membre du gouvernement et j'ai vu le jeune qu'on a formé et je confirme qu'il y a un fonds. Et pas plus longtemps, récemment, là, il y a eu aussi d'autres jeunes qu'on a reçus par Madame la commissaire de l'entrepreneuriat. Les jeunes qui ont été encadrés par Félim Benga. Il y avait beaucoup de jeunes, même le jeune qui est moi-même, je suis en train d'encadrer. On les a reçus, ils ont déposé leurs projets. Moi, je pense que nous qui encadrons le jeune devons bien orienter le jeune que de les distraire. Voilà un petit mot à tous les jeunes chômeurs qui sont en train de nous suivre, puisque nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un petit mot à eux, quand même. C'est garder juste l'espoir et ça ira et ça va aller. Et ça ira, tout simplement. Monsieur Azuel, un petit mot, vous aussi, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ok, je demande aux jeunes de s'adapter à la réalité du terrain. Si un jeune constate qu'il a des insuffisances dans tel domaine, alors que c'est ces domaines-là qui donnent des opportunités, les jeunes doivent chercher comment s'approprier de ces secteurs avec des formations. Il y a des formations professionnelles qui s'organisent pour une semaine, pour un mois. Ils peuvent s'adapter. C'est tout ce que... Et puis j'encadre les jeunes en entrepreneuriat à l'Université de Kolwezi. Alors ils savent eux-mêmes ce que nous donnons comme conseil. Voilà. Et vous, Monsieur Henry? Aux jeunes, nous, un petit mot, juste aux jeunes, nous demandons de croire parce que la croyance est au-delà de tout. Ils doivent faire confiance en eux, ils doivent oser. Parce que les jeunes ne doivent pas avoir peur d'échouer. C'est en échouant beaucoup qu'on devient grand, c'est en échouant beaucoup qu'on peut développer son propre business. Ils doivent avoir l'idée de développer leurs propres entreprises parce que c'est l'entreprise qui paye au final. Les minerais vont se terminer un jour, mais les activités commerciales, quand vous les créez, quel que soit le domaine dans lequel vous entrez, quel que soit le domaine dans lequel vous trouvez votre intelligence, sachez qu'il faut garder de l'espoir, il faut garder le cap, il faut avoir une vision grande. Voilà, merci beaucoup à M. Tuiska, merci à M. Azuel et merci à M. Henry. Voilà, il y a les livres qui sont disponibles, M. Henry aussi, ces livres sont disponibles. Vous voulez être formé par M. Tuiska, il est là disponible. Alors, grand merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission déjà le lundi sur notre site de www.wangou.info. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Merci beaucoup.